Merci beaucoup. Donc, je vais directement commencer par une toute petite introduction. Le but, c'est principalement de vous laisser parler. Donc, les tables rondes de cet après-midi, elles ont vocation à mettre en lumière la perception de l'engagement, voire de l'activisme ou du militantisme, par d'autres actrices et d'autres acteurs qui ont un rôle important à jouer dans le débat public et la formation de l'opinion. On en a déjà pas mal discuté ce matin. L'objectif principal, Oscar Mazzoleni l'a souligné aussi dans sa présentation, les règles du jeu, elles diffèrent beaucoup selon les différentes sphères. Donc la sphère médiatique, la sphère politique n'est pas soumise aux mêmes règles du jeu, aux mêmes contraintes entre elles que la sphère scientifique. Donc l'idée de ces tables rondes, c'est vraiment pour nous, chercheurs et chercheuses, de mieux comprendre les règles du jeu de l'espace médiatique, parce que la perception du public, elle va aussi dépendre de la manière dont nos messages sont transmis, du relais qu'on a, de la visibilité qu'on a. Et donc, voilà, cette première table ronde, on va s'intéresser en particulier à la presse traditionnelle ou classique, donc journaux, télévision, radio. Et puis, bien sûr, les enjeux liés aux réseaux sociaux mériteraient aussi d'être abordés. Ils seront peut-être effleurés aussi dans le cadre des discussions qu'on aura, mais la focale principale, en tout cas, on vous a invité aujourd'hui pour votre connaissance des médias plutôt traditionnels, et on vous remercie d'être là. Donc, pour répondre à la question principale qui nous occupe, c'est vraiment est-ce que l'engagement des scientifiques, au sens où on l'a défini, et ses répercussions sur la crédibilité du point de vue des journalistes, est-ce que vous pensez qu'il y a une perte de crédibilité et comment ça va influer le choix de vos intervenants, etc. Donc pour répondre à ces questions, je vais vous présenter dans l'ordre. Voilà. Donc on a Claude Ansermo, vous êtes rédacteur en chef du 24 heures depuis 2017. Vous avez travaillé dans ce quotidien depuis 2003, où vous avez notamment dirigé la rubrique suisse. Et plein d'autres choses encore, mais on va tenter de rester bref. Ensuite, on a Madame Nathalie Ducommun, vous êtes journaliste à la RTS, journaliste productrice de l'émission Mise au point, et vous avez aussi été rédactrice en chef adjointe de l'Actu TV et de l'émission Nouveau. N'hésitez pas à me corriger ou à compléter si les présentations sont incorrectes. Pascaline Minet, journaliste scientifique au Temps depuis près de 10 ans, où vous vous intéressez en particulier à des sujets en lien avec l'environnement et la rubrique Sciences et Environnement. Et enfin, Pierre Veillat, vous venez de prendre votre retraite, mais vous avez été chef de la rubrique économique de 24 heures, de la Tribune de Genève et du Matin Dimanche jusqu'en mai 2024, donc très récemment. Et puis, auparavant, vous avez aussi été rédacteur en chef du journal Le Temps, de l'AGFI, et chef de la rubrique économique de l'Hebdo. Voilà, donc merci d'être là. Bienvenue à vous. Et puis, peut-être pour commencer, je vais vous poser la question générale qui nous occupe dans cette journée. Je vais la poser à toutes et tous, et puis je laisserai réagir qui souhaite. Donc vraiment, une partie des gens étaient là ce matin, d'autres n'ont pas pu être présents. Donc on a déjà un peu parlé de ces sujets, mais sous des éclairages différents. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est du point de vue de votre expérience de journaliste, comment vous percevez le lien entre engagement des chercheurs et leur crédibilité. Je ne sais pas si quelqu'un veut y aller, ou sinon je vous désigne en précisant peut-être les questions. Non, je veux bien risquer à commencer. Je perçois qu'on doit être attentif à cette question, étant donné que certains chercheurs, et pas tous, ont effectivement une activité qui dépasse le cadre parfois de leur charge d'enseignement, et qu'ils s'investissent dans la vie civile, et que ça change parfois un tout petit peu la donne quand on passe de chercheur à militant, comme si on passait de journaliste à militant. Et donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus dialoguer avec eux et ne pas les considérer comme des intervenants crédibles. Ça veut dire que ils adoptent ainsi quelque part une activité politique au sens large du terme. Ok, je vous remercie. On fait un tour de table. Ouais. Si ça...
Bon, d'abord, je ne suis pas sûre que ce soit à nous, journalistes, de mesurer leur crédibilité, au fond, parce que notre souci à nous, ça va être comment notre crédibilité médiatique pourrait être entachée si on choisit telle parole engagée d'un scientifique. Mais globalement, ce n'est pas le problème de la crédibilité scientifique qui à mon sens, doit nous inquiéter. C'est la question de dans quel contexte, quel espace médiatique cette parole scientifique s'inscrit. Et ça, c'est notre responsabilité de médias aussi, de rendre cette parole, si elle est engagée, pour ce qu'elle est. Et pas céder justement à une simplification de la parole en traduisant ça comme une opposition gauche versus droite, de banaliser, de simplifier, ce qu'on pourrait avoir tendance à faire en tant que média, parce que on veut rendre évidemment très compréhensible, très concernant la parole scientifique engagée. Donc voilà, pour moi, le petit nœud, il est là. Ah oui, pardon. Oui, c'est pareil, c'est difficile de dire à quel point ça entache la crédibilité. Il y a eu plein de présentations là-dessus très intéressantes ce matin. Je pense que ce qu'on peut dire, ce qui me vient en tête du point de vue des médias, c'est vrai que dans les médias généralistes, quand on va demander la parole, quand on va donner la parole à un scientifique, on recherche souvent une forme de neutralité. On va nous dire aller demander l'avis des scientifiques, quoi. Et ça va parfois être un éclairage sur un thème politique. Et il me semble que dans les médias généralistes, il y a quand même cette envie d'avoir cette parole dénuée d'intérêt, d'intérêt personnel, etc. Et c'est là où je pense que ça peut parfois un peu détonner par rapport aux attentes qu'on a dans les médias généralistes, qui se retrouvent aussi dans le grand public, en fait, où il y a cette idée que les scientifiques se placent un peu au-dessus de la mêlée, etc. Et qui est pas... Quand on connaît mieux le fonctionnement de la science, ben, on sait que les scientifiques sont des êtres humains et ils ont leurs valeurs, ils ont les pressions qu'ils subissent, ils s'inscrivent dans l'actualité comme tout le monde finalement. Et ça, je pense qu'il y a peut-être une éducation à faire auprès de tout le monde pour mieux comprendre comment se placent les scientifiques, quoi. Oui, moi je pense qu'il y a, enfin historiquement, j'ai constaté que pendant très longtemps les scientifiques répugnaient à s'engager sur les questions politiques. Ils préféraient parler de leur discipline, de ce qu'ils savaient, et puis c'est en fin de carrière qu'en général ils acceptaient de dire un peu ce qu'ils pensaient. Maintenant, je pense qu'on a changé d'époque, on est entré dans une société de communication qui recouvre largement plus grand volume que l'information, et ça pose un problème de discipline. Ça veut dire que du côté des journalistes, on doit savoir quand on pose une question, est-ce qu'on pose une question à un spécialiste expert dans sa discipline? Et si c'est le cas, il faut respecter un petit peu la méthode scientifique, c'est-à-dire mettre cette recherche dans le contexte, voir ce qu'elle est, s'il y a un consensus, dans quelle manière cette recherche est nouvelle. Et puis en même temps, quand il intervient dans le domaine politique, il faut être clair, il faut qu'il le dise. Il faut dire que là, je m'exprime, c'est mes convictions personnelles, mais ce n'est pas le scientifique, ce n'est pas de ma discipline. Là, je sors de mon domaine de compétences, mais je pense qu'un scientifique a absolument le droit de dire ce qu'il pense sur, par exemple, la politique climatique et sa mise en œuvre, même si c'est un spécialiste, peut-être plus des sols, ou si c'est un agronome, si vous voulez. Maintenant, je pense qu'il faut faire très attention. Nous sommes dans un monde où les médias classiques ont perdu le monopole de l'information. On assiste même, ce que je pourrais dire, je ne veux pas faire plaisir à Claude Ansermo, mais une forme quand même d'effondrement des médias classiques. Et puis on arrive dans une société où tout le monde se pense qu'il a le droit d'exprimer ce qu'il pense et de devenir journaliste avec les réseaux sociaux. Ça veut dire que le risque de polémiques ou de recherches qui sont mal comprises ou de propos qui peuvent être dénaturés augmente. Puis après, il y a un autre risque que je vois qui est patent, c'est que si une fois un scientifique sort un peu de son champ de compétences et fait le buzz en faisant une phrase un peu choc, il va être repéré et ça va tourner en boucle et il va systématiquement être interrogé sur ce domaine-là,
ou sur ce qu'il a dit, et plus tellement sur son domaine de compétences. Et c'est à lui de rétablir un peu la discipline et de refuser des interviews, parce qu'un scientifique a le droit de dire, et il le faut, écoutez, je ne suis pas la bonne personne, je ne peux pas vous répondre, je peux éventuellement vous transmettre un téléphone de quelqu'un qui sera beaucoup plus compétent. Voilà, c'est une discipline des scientifiques. Mais les scientifiques, ils sont comme tous les citoyens, ils adorent être dans les médias. Donc ils ont leur ego, et ça existe. Et puis on prend un certain plaisir à être dans les médias, hein, et surtout à la radio, parce que c'est prestigieux, aux télévisions, c'est encore mieux, etc. Donc voilà, je vois une évolution. Mais pour revenir à votre question, je ne pense pas que l'engagement des scientifiques atteint la crédibilité dans leur domaine de discipline. Chaque fois qu'ils font bien la distinction. Mais s'ils s'expriment systématiquement en dehors de leur domaine et qu'ils ne disent pas qu'ils ne sont pas de la discipline, là, je vois un problème. Je vous remercie. Vous voulez réagir? Juste rebondir sur la question de la transparence qui me paraît effectivement fondamentale. Moi, je me souviens à une époque où j'animais une émission radio de débat. On parlait beaucoup du nucléaire, de la nouvelle génération nucléaire, comment, pourquoi, etc. Et puis on avait une espèce de liste d'invités sans trop se poser la question, qu'on prenait, on savait qu'ils étaient disponibles, etc. On a fait nombre de débats jusqu'à ce qu'un jour, un journaliste scientifique un peu plus avisé que les autres nous dit « Attention, il est complètement pro-nucléaire, lui ». On le prenait régulièrement depuis 6 mois. Et c'est vrai que, alors vous me direz, c'est normal que les journalistes de la rédaction fassent aussi leur enquête sur à qui on a affaire, mais la question de la transparence est, pour le média, évidemment, mais pour le scientifique ou la scientifique elle-même, primordiale. C'est la règle numéro 1 du jeu, au fond. Et même pour l'institution, je dirais, parce que nous, on travaille beaucoup avec des chercheurs de l'UNIL, et quand les chercheurs de l'UNIL font une réflexion chez nous sur un thème qui n'est pas le leur, et qui signent chercheurs de l'UNIL, ça pose un problème à l'UNIL. On a régulièrement l'université qui vient vers nous et qui nous dit « mais là, il ne parle pas sur son domaine de compétences, il ne peut pas parler au nom de l'UNIL, il ne peut pas accoler le nom de l'UNIL à son nom pour cette réflexion ». Ouais, je vous remercie. Donc, ce que j'entends de manière assez large, c'est vraiment un besoin de clarifier les rôles, aussi de préciser si on s'exprime dans notre domaine de compétences ou pas. Donc cette transparence qui peut aussi vous aider à nuancer les propos et à mieux choisir. On va revenir après, peut-être plus tard, sur les questions des pressions, enfin de la presse en perte de vitesse, des médias traditionnels en perte de vitesse, et aussi un peu de l'ère de la post-vérité, si on veut bien. Mais Madame Ducommun, vous avez dit finalement que c'est pas à vous, médias, de juger de la crédibilité ou pas des scientifiques, finalement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi d'essayer de comprendre comment vous choisissez les éclairages dont vous avez besoin. Donc vous m'aviez dit qu'en tant que journaliste généraliste, vous êtes confronté à une pesée des intérêts entre donner une information nuancée, de qualité d'un côté, et puis d'un autre côté, quand même vulgariser suffisamment pour le grand public et donner une information généraliste. Donc est-ce que dans ce contexte, l'engagement ou non d'un chercheur joue un rôle, d'après vous? Oui. Alors moi, je ne suis pas du tout journaliste scientifique, donc je n'ai pas eu moi-même à me confronter directement au choix d'un casting, etc. Mais quand j'étais Red Chef adjointe et puis qu'on vient avec un sujet, effectivement, on a toujours cette pesée d'intérêt entre l'information, qui est évidemment notre raison d'être, donc la véracité des faits, la crédibilité du discours scientifique, et puis l'intérêt public, ce qu'on appelle aujourd'hui, et c'est un petit peu une déviation, mais enfin, le concernant. En quoi est-ce que ça va être compréhensible par monsieur, madame et tout le monde? En quoi est-ce que ça les concerne, etc. Alors l'avantage, merci, du journalisme, de l'engagement scientifique, c'est que souvent c'est une parole qui, me semble-t-il, est entraînée à être plus compréhensible. Enfin, l'engagement apporte une forme d'émotion à la parole, au discours. Ça nous paraît moins... on a l'impression de sortir un petit peu justement de la recherche fondamentale qui requerrait une connaissance des gens à qui elle s'adresse, un peu ardue, pointue sur le sujet, etc. Le ou la scientifique engagée a un discours plus accessible, a priori. C'est a priori quelqu'un qui s'est plus posé la question du sens de ses recherches, du sens sociétal, pourquoi ça sert à la société, pourquoi c'est utile, pourquoi c'est important, etc. Donc, c'est vrai que c'est un avantage, me semble-t-il, cette parole-là, dans les médias.
Merci. J'ajouterais quand même qu'il y a la tentation, et Nathalie Ducommun le sait bien, du bon client, hein, comme on l'appelle dans notre jargon, c'est-à-dire quelqu'un dont on sait qu'il répondra vite, qu'il aura une petite phrase choc, qui nous permettra de faire un titre avec une citation, et que quelque part, parfois notre corporation est un peu flemmarde quand elle a son petit carnet avec ses quelques noms, de toujours rabâcher un tout petit peu les mêmes noms et de ne pas aller chercher des gens qui auraient un autre discours sur le sujet. L'importance de la diversité de l'engagement. Je vous remercie. Peut-être Pascaline Minet, en tant que journaliste scientifique, vous m'avez dit que vous choisissiez plutôt vos éclairages en cherchant des expertises pointues qui sont vraiment spécifiques à un sujet, indépendamment justement de la question de l'engagement ou pas. Est-ce que ça vous vaut parfois aussi d'être vous-même considérée comme une journaliste engagée, et comment vous pouvez expliquer ce phénomène? Enfin, est-ce que parfois de choisir des expertises qui sont pointues, indépendamment de l'engagement, a une répercussion sur la manière dont vous êtes perçue? Oui, je pense que moi j'ai une particularité d'être journaliste scientifique, donc je suis la seule. Je suis la seule autour de cette table aujourd'hui à être journaliste scientifique. Et effectivement, du coup, peut-être que les questions ne se posent pas exactement de la même manière, parce que c'est vrai que moi j'ai la chance de travailler sur ces domaines depuis des années, et puis à connaître quand même un peu les spécialités de certaines personnes, et à pouvoir différencier les gens vers lesquels je me tourne, et peut-être à chercher un peu d'autres intervenants que les bons clients, même si on a aussi nos bons clients, mais avoir la chance de pouvoir chercher un peu plus loin, aussi parce que je travaille en presse écrite et qu'on peut plus facilement reformuler des paroles. Le temps est moins limité que pour une intervention à la télé, où là vraiment on va avoir quelques minutes, et puis si le chercheur commence à faire à faire un grand développement, il n'y a juste pas le temps, quoi. Mais par contre, l'autre question que vous me posiez, c'était par rapport à la manière dont on traite peut-être ces sujets environnementaux, je pense, au sein du journal. Puis c'est quelque chose qu'on a évoqué ensemble. Et puis effectivement, les mêmes discours, les mêmes questionnements que vous posez aujourd'hui en tant que chercheur se posent aussi, je pense, parmi les journalistes. Et moi, c'est ça que j'ai à cœur de défendre ces sujets environnementaux depuis plusieurs années. Et le fait même de choisir ces sujets de manière consistante peut être vu par certaines personnes comme une forme d'engagement, de militantisme. Donc je trouve que c'est intéressant comme ces questions se retrouvent finalement aussi dans notre domaine d'activité à nous. Merci beaucoup. Vous voulez réagir directement? Oui, je vais peut-être enchaîner sur le fait que les médias, nous vivons aussi le même problème peut-être que la communauté scientifique, qu'on accuse d'être plutôt, généralement, en tout cas dans les sciences humaines, plutôt à gauche. Dans les médias, c'est la même chose. Hein. Si vous demandez dans une assemblée ce que pensent les médias, ils vont dire « oui, mais c'est tous des gauchistes, les journalistes ». Il y a même une université qui avait tenté de quantifier et qui est arrivée à la conclusion qu'il y avait 60% à 70% des journalistes qui étaient plutôt de gauche dans les médias suisses, avec une exception, la NZZ, où c'était la proportion inverse. Alors voilà, je pense qu'il ne faut pas accorder trop d'importance à cela, mais il y a aussi des a priori de la société, et souvent les médias qu'on lit beaucoup, mais on les critique énormément. Mais on continue de les lire, parce qu'il y a quand même des professionnels, les médias, on a des règles déontologiques, on fait attention aussi de ne pas inviter toujours les mêmes personnes, on fait attention aussi au courrier des lecteurs qui peuvent nous signaler que les propos tenus par telle personne ne sont pas tout à fait corrects. On fait un travail vraiment de validation, alors que, à nouveau, sur les réseaux sociaux, il n'y a rien de tout cela. Hein. Oui, je vous remercie. C'est quelque chose qui a été souligné ce matin aussi par Laurent Cordonnier, comme que les médias sont énormément critiqués, portent beaucoup de flanc à la critique, mais que les gens continuent à s'informer principalement à travers la presse classique malgré tout, et font plus confiance à ces médias-là qu'aux réseaux sociaux. Moi, j'avais encore une question, peut-être pour Claude Ansermo ou Pierre Veillat. Pour revenir sur la question de comment vous choisissez les éclairages, donc il y a les journalistes individuels qui ont leurs règles de déontologie, leur carnet d'adresses, leurs bons clients, leurs propres connaissances. Mais est-ce qu'en tant que rédacteur en chef d'un journal, vous avez
des lignes directrices par rapport à ça, ou est-ce que vous donnez des consignes à vos journalistes? Est-ce que les lignes éditoriales des journaux ont une influence sur les éclairages qui vont être choisis? J'imagine que c'est pas oui ou non, mais... Bon, puisque la présidente du PLR est là et qu'elle fait partie d'un parti qui pense qu'on est foncièrement à gauche, dommage que son vis-à-vis qui pense qu'on est à droite du PS ne soit pas là. Nous, on essaie justement de ne pas avoir, en tout cas, une ligne éditoriale politique. On essaie vraiment de se concentrer sur des thématiques qui peuvent intéresser les gens, mais aussi dans un souci d'équilibre, de voir les moments où peut-être le mieux étant l'ennemi ou le mal étant l'ennemi du mieux, de voir quand la ligne un tout petit peu de trop-plein a été franchie à force de marteler les mêmes choses. Et justement, si vous thématisez trop sur un sujet et toujours dans la même direction, vous prenez ce risque quand même justement de passer pour un journal partisan et pour un journal militant. Et ça c'est une ligne sur laquelle on fait attention. Et pour y faire attention, il faut être ouvert, y compris à ceux qui pensent différemment, pour autant qu'ils restent dans les limites du raisonnable et qui n'utilisent pas des choses qui sont invérifiables de type fake news, parce que on nous dit par exemple, vous n'écoutez jamais les climato réalistes, c'est comme ça qu'ils aiment s'auto-appeler. Sauf que quand même, voilà, si vous faites la balance du monde scientifique dans le domaine, vous n'êtes pas à 50-50. Donc la proportion, là aussi, elle doit être prise en compte. Je vous remercie. Pierre Veillat, vous qui avez aussi été à la tête d'une rédaction. Alors, moi, je peux parler d'une expérience que j'ai dirigée le temps. J'avais pour principe de ne pas intervenir dans la ligne politique de la rubrique science. Je considérais que la rubrique science, c'était comme la rubrique culturelle, on ne s'en mêle pas. Parce qu'elle doit pouvoir être critique et on ne peut pas dire à un journaliste scientifique ce qu'il doit lire comme étude. En revanche, la seule chose que j'exigeais, c'est que quand la société se pose des questions, c'est que la rubrique science aille chercher les experts qui peuvent nous éclairer sur où on en est dans cette problématique, quels sont le débat, où c'est que ça coince, quels sont les éléments nouveaux dont on parle. Voilà, je pense que ça, c'est extrêmement important de le dire, mais on donne... Je ne pense pas qu'on donne des directives à une rubrique scientifique pour dire il faut plutôt aller consulter tel expert ou tel autre, etc. Après, il y a des questions politiques liées à la science. Prenons un exemple très simple, qui est toujours très important dans les médias, c'est la question du nucléaire qui divise. Alors, la rubrique scientifique, le nucléaire, elle n'aime pas trop y toucher parce que... c'est difficile de dire je suis contre le nucléaire, je suis pour. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. De quel nucléaire parle-t-on? Dans quel contexte? Dans quel pays? À quel moment? Voilà. Donc là, alors c'est des fois où il faut intervenir et puis dire non, on veut quand même avoir un débat là-dessus. Voilà. Mais les journalistes scientifiques, par essence, n'aiment pas trop se mêler de politique. Ils partent du principe qu'eux, ils sont là pour éclairer, pour établir les faits, et puis ensuite ceux qui veulent faire de la politique à rapport à ces faits, ça appartient à la rubrique politique. Et alors c'est dans les rubriques politiques qu'on parle de l'application de la science beaucoup plus. Ouais, si je peux rebondir là-dessus, c'est vrai que c'est un point qui est intéressant. Il me fait penser à des choses qui étaient dites ce matin aussi sur le fait qu'on doit faire plus de journalisme de solutions pour ce qui concerne la crise environnementale. Et puis c'est quelque chose qui revient régulièrement et qui est assez pertinent, je pense. Et puis on est un peu victime de notre fonctionnement en silo en matière journalistique traditionnelle, en tout cas, où effectivement les journalistes scientifiques, on va travailler sur les publications scientifiques, on va être vraiment plutôt dans peut-être. En tout cas, pendant un temps, on était plutôt dans le descriptif, il se passe ceci, etc. Ce côté un peu en alerte. Et peut-être on se saisissait moins des problèmes, des questions sociétales, des questions, voilà, des solutions, qu'on laissait davantage, un peu par crainte, un peu parce qu'on n'avait pas forcément
les bons interlocuteurs, ou qu'on pensait qu'on n'avait pas les compétences, qu'on laissait plutôt à la rubrique politique, à la rubrique suisse, etc. Et puis maintenant, en tout cas, je pense qu'on essaye plus de travailler ensemble, justement, d'amener les différentes compétences. C'est aussi la chance d'avoir des médias généralistes, où on peut à la fois avoir des journalistes plutôt des bords politiques, enfin, des spécialistes de la politique, spécialistes de l'économie, spécialistes des sciences, qui peuvent se saisir ensemble de sujets. Et puis c'est là que je pense que ça devient vraiment intéressant. Voilà. Je vous remercie. Peut-être juste pour rebondir sur ce que vous avez dit, Pierre Veillat. Donc, vous ne donniez pas de directive pour la rubrique scientifique. Par contre, pour je sais pas, pour la rubrique politique ou économique, où là, il y avait des lignes directrices plus claires ou... Oui, parce que quand vous êtes rédacteur en chef, enfin, en tout cas, c'était mon parti pris. Je voulais un journal qui a sur certains sujets, j'estimais que c'était la rédaction en chef qui déterminait. Mais je parle d'opinion, hein, je parle de prise de position par rapport aux questions que se pose la société. Faut-il ou telle loi, faut-il ou tel projet? Ça, c'est la responsabilité de la rédaction en chef de l'assumer à un moment donné, parce que le lecteur, il demande aussi, mais qu'est-ce que le journal en pense? Voilà, on lui a exposé la situation, mais à un moment donné, il aimerait savoir quelle est la position du journal. Moi, je suis partisan quand même que les journaux conservent une certaine ligne politique. Alors, ça plaît souvent pas à droite, ça plaît souvent pas à gauche. En général, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on est à peu près juste. Mais je constate que de plus en plus, il y a une tendance à revenir à des journaux. Ça, c'était l'héritage du 19e siècle, où les journaux étaient très politiques. Les journaux étaient de gauche, étaient de droite, ils étaient clairement définis. Les journaux sont devenus, au cours du XXe siècle, pour toutes sortes de raisons, qui est trop long d'expliquer ici, plutôt asexués, c'est-à-dire avec une politique qui était plutôt sans grande direction. Mais il y a une polarisation de la société qui force un peu certains journaux à redevenir plus politiques. Regardez ce qui se passe à la NZZ, c'est très intéressant. La NZZ, qui est un journal de référence à Zurich, on disait traditionnellement la NZZ est à droite sur la ville de Zurich, à droite pour les questions suisses, et plutôt ouvert et à gauche pour toutes les questions sociétales. Et puis maintenant, vous avez une NZZ qui est en train de s'engager contre le wokisme, etc. Voilà, donc les médias sont des organismes vivants qui réagissent aussi à la société. Je vous remercie. Je vais peut-être encore vous poser un dernier petit tour de questions, et puis après on ouvrira la salle parce que le temps passe vite et je pense qu'il y a plein de questions. Je me demandais aussi par rapport au rôle des médias, à la responsabilité des médias, et puis aux contraintes auxquelles vous êtes liés. Un peu, Madame Ducommun, vous m'avez parlé aussi que vous observiez un changement de statut de la science dans la société, une banalisation des faits scientifiques. Pierre Veillat l'a aussi un peu évoqué au début. Il y a quand même un mouvement où tout devient aussi politique. Est-ce que vous pensez que la parole d'un chercheur engagé est intéressante dans ce contexte, ou comment ça se modifie aussi par rapport à cette banalisation de la vérité? Est-ce que ça peut même avoir un avantage? Oui, alors c'est des questions qui ont été évoquées tout à l'heure. J'ai entendu des bribes à ce sujet-là. C'est ce qu'on évoquait aussi sur la question des réseaux sociaux, des avis à l'emporte-pièce, et puis le problème auquel on fait face avec les fake news. Je me souviens pendant le Covid, par exemple, pour les rédactions, je pense que ça a été extrêmement compliqué d'entendre le débat scientifique. On nous a reproché, nous, par exemple, pourquoi vous écoutez pas plus le docteur Raoult, pourquoi vous donnez moins de place à cet homme-là plutôt qu'un autre, alors qu'il a une carrière d'épidémiologue, de médecin, microbiologiste, etc., d'exception. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué dans ce contexte actuel où tout est pas seulement politique, tout est polémiste, tout est sujet à confrontation, il y a une appétence pour le slogan, etc. Donc tout ça est un danger effectivement pour nous les rédactions. On doit apporter de la sérénité dans ce débat-là. Et c'est vrai que la parole engagée du scientifique, si elle respecte ce qu'on a entendu tout à l'heure, l'intégrité scientifique, si elle est transparente, si c'est un engagement qui va non pas dans un sens politique, mais qui va dans un sens de restituer de l'information pour que la société, entre guillemets, aille mieux, je fais un peu des raccourcis,
évidemment qu'elle est indispensable. Et c'est vrai que c'est à nous, médias, et je pense que les médias traditionnels s'y attellent, mais de définir cet espace sécurisé pour la parole scientifique engagée, pour le récepteur, pour les lectrices, les lecteurs, ou les auditeurs et l'auditrice, pour que tous ces débats-là, cet engagement-là, soient sereinement accepté. Et ça, c'est un vrai combat pour tout le monde. Et je pense que la parole, oui, la parole engagée, elle peut servir à ça. Elle peut aussi être apaisante si on lui donne la place qu'il faut. Et je parle de nouveau, je parle pas du militantisme qui est plus compliqué, mais de l'engagement scientifique tel qu'on l'a défini précédemment. Je vous remercie. Je rebondis là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'il y a on l'avait évoqué aussi, est-ce qu'il y a une limite claire d'un engagement qui serait acceptable et d'autres gens d'éclairage dont vous ne voudriez pas tenir compte ou vous auriez des craintes pour la crédibilité du journal, etc. Enfin, est-ce qu'en gros, il y a une limite claire d'un engagement qui est acceptable pour le journal et d'autres qui ne le seraient pas? Ou au contraire, enfin... Moi, j'ai l'impression que, si vous voulez, quand certains scientifiques qui sont pas forcément dans le moule majoritaire, et ça a été le cas pendant la crise du Covid, commencent à se sentir minorisés, ils ont tendance à encore plus durcir leurs propos et à devenir, à force, presque inaudible et inécoutable. Et autant je pense, par exemple, au début de la crise Covid, même le docteur Raoult, mais certains autres, je pense à Jean-Dominique Michel, qui prétend être un spécialiste d'un petit peu tout et son contraire. Au tout début, c'était, je trouve, extrêmement sain qu'il y ait des gens qui se posent ce genre de questions. Le problème, c'est que peut-être on les a pas assez entendus et peut-être on en porte une part de responsabilité. Mais aujourd'hui, par exemple, si vous allez sur le site de Jean-Dominique Michel, c'est juste tétanisant. Et ça s'est doublé en plus de convergence des luttes, hein, parce qu'on est parti avec le Covid, puis après, alors on est devenu climato-sceptique, et puis finalement, quand même, la Russie et l'Ukraine, c'est plus compliqué que ça. Donc on fait une espèce de convergence de ces luttes-là qui rendent le propos d'autant plus inaudible. Je peux juste ajouter que l'importance dans cette question-là, c'est les journalistes scientifiques. J'en ai une, j'en profite de la remercier parce qu'elle est à ma gauche. Mais la qualité de nos journalistes scientifiques, elle est déterminante dans une rédaction. Parce que précisément pendant le Covid, nous, on a eu... alors moi, je les écoutais pour prendre des décisions, mais enfin, on a eu des personnes qui comprennent, qui connaissent, qui ont une formation, disons, scientifique, et qui peuvent évaluer la portée des discours qui étaient là. Après coup, on peut faire une pesée, voilà, est-ce qu'on aurait dû à un moment donné plus... Mais j'entends, il faut savoir qu'on a des journalistes spécialistes, scientifiques, qui ont une formation robuste et puis qui sont là précisément pour nous éclairer aussi, nous, dans la prise de décision des sujets qu'on fait. J'aime vous entendre, bien sûr. Mais pour revenir juste... on ne va pas refaire toute l'histoire du Covid ici, je pense qu'on n'a plus le temps. Mais en tout cas, les noms que vous citiez... non, mais moi, je pensais très bien qu'on ne leur ait pas donné plus la parole que ce qu'on a fait personnellement. Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'il y a des gens dont on estime qu'ils n'ont pas le droit de parler et d'autres oui. Hein, c'est justement le travail qu'on fait des sélections des experts, c'est pas pour rien. C'est savoir si ces gens s'expriment sur leur domaine de compétences, qu'on a déjà dit, s'ils sont actifs dans ce domaine-là. Typiquement pour le professeur Raoult qui faisait la promotion d'un traitement pour lequel il n'y avait pas d'éléments et après dont on a su qu'il faisait encore qui a quand même fait des essais cliniques pas du tout éthiquement validés, etc. Enfin, il y a vraiment eu des pratiques de dérive scientifique, en fait. Enfin, voilà. Donc moi, je suis plutôt contente qu'on lui ait jamais donné la parole dans le temps, par exemple. Je vous remercie. Je vais ouvrir les questions à la salle parce que le temps passe vite. Donc, je ne sais pas qui... Johan. On part par devant Nathalie, la première que je vois.
Oui, moi j'ai une remarque et peut-être une question. La remarque, j'ai réagi, Monsieur Veillat, quand vous avez dit qu'on aimait passer dans les médias. Alors c'est pas mon cas, et je vais vous expliquer pourquoi. D'une part, parce qu'en général, alors c'est un peu différent dans la presse écrite, mais à la télévision, notamment le téléjournal, en général, ça signifie changer tout son agenda pour tout l'après-midi et se plonger dans ce sujet qu'on ne connaît absolument pas pour donner une réponse pertinente le soir. Voilà. Et puis souvent aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on s'expose. Donc derrière, on a des lettres. Moi, j'ai des lettres de gens qui m'écrivent en me disant, voilà, j'ai un cancer, c'est très triste, qu'est-ce que vous pouvez... Donc c'est dur aussi. Donc je dirais que ce n'est pas forcément la chose la plus simple à faire et souvent j'essaye d'éviter. Voilà. Et puis la deuxième chose que je voulais faire, qui était plutôt une question, c'est que de ce que j'entends quand vous parlez d'engagement, c'est beaucoup justement le militantisme. Mais moi, je suis assez sensible à la question de l'engagement, ce que disait Pascaline, sur la question des solutions. Parce que dans les questions environnementales, on a vraiment des gros problèmes. Les gens se posent des questions et je pense qu'on doit leur dire des choses, mais on doit leur dire des choses qui ne sont pas forcément basées sur la science. Et je pense ça c'est mon avis intime, je pense qu'on doit le faire. Et c'est pour ça que je vais dans les médias, pas pour être dans les médias. Mais là, on est vraiment sur un avis d'expert, peut-être quelqu'un qui sait un peu plus. Mais il me semble qu'on doit faire ça. Et je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça et comment vous prenez cet engagement-là, parce qu'il y a effectivement le militantisme qui peut paraître extrême, mais il y a aussi des chercheurs qui ont envie de dire quelque chose aux gens qui ont peur, en fait, et aux jeunes. Moi, je suis confrontée aux jeunes tous les jours qui se posent beaucoup de questions par rapport à leur avenir. Non, mais je dirais que c'est essentiel. Au contraire, là, je pense qu'on est tous en train de se rendre compte que, voilà, aujourd'hui, le constat est posé et puis qu'il faut passer à autre chose. Et on est tous au courant que si vous apportez pas des solutions pragmatiques aux gens, y compris dans leur quotidien, et puis que vous leur donnez l'impression qu'ils ne peuvent rien faire, ça crée de la climatophobie. Et donc là, sur cet engagement-là, je vous considère vraiment tout à fait comme nos alliés, bien au contraire, vraiment. Oui, moi, personnellement, dans mon activité liée à l'écologie et l'interface avec l'économie, je ne fais des papiers que sur des solutions. Depuis 15 ans. C'est-à-dire pourquoi une taxe CO2 au niveau mondial est importante, pourquoi une taxe est préférable à une subvention, pourquoi il faut s'attaquer à tel gros domaine et pas culpabiliser les Suisses en leur disant qu'il faut éteindre les lumières. Ça n'a aucun impact par rapport à ce que consomme une grosse voiture. Il faut se méfier des fausses études scientifiques du style quel est l'impact d'un nouveau-né aux États-Unis, qui a été financé par l'industrie pétrolière et publié par le New York Times. C'était une manipulation claire pour culpabiliser les gens. Ça n'a aucune importance, l'impact des bébés sur le changement climatique aux États-Unis. C'est les SUV qui sont un problème. Voilà, ça, c'est des choses très importantes qu'il faut faire, c'est évident. Mais je dois dire, on est assez seul à faire ce genre de travail. Parce que c'est beaucoup de lectures, c'est beaucoup de discussions avec des experts, c'est compliqué, c'est très compliqué à vulgariser, parce qu'il faut maîtriser quand même les domaines économiques, le domaine régulatoire, il faut avoir une approche à la fois nationale, mais aussi internationale, parce que ce que fait la Suisse, c'est une importance, mais ce ne sera pas déterminant. L'Inde va jouer un rôle beaucoup plus important, enfin, etc., etc. Mais vous avez raison, il faut qu'on parle beaucoup plus des solutions, et moi, je suis très... ce qui me préoccupe beaucoup, c'est que les jeunes générations perdent confiance et qu'il y a une forme de défaitisme qui est en train de s'installer, alors que nous avons toutes les solutions pour inverser la situation. Et des solutions beaucoup plus efficaces même que ce que pense la population. Ça, c'est un peu mes convictions. Je voulais juste dire que quand Pierre Veillat parlait des scientifiques qui ont très, très envie et apprécié d'aller dans les médias, 99% ce sont des hommes. Non, mais c'est vrai, parce qu'on doit souvent chercher des invités. Je vous dis, on passe 3 jours à convaincre une femme scientifique à venir et on passe 5 minutes à... Voilà. Et quand on est pressé, parce qu'il y a l'émission du soir, eh ben, le fameux carnet d'adresses dont tu parlais, Claude, ben, on y va. On sait qu'il y en a qui répondent tout de suite, malheureusement. Mais on doit faire très attention à ça. Vous voulez réagir ? Non, elle a... Alors, il y avait plein d'autres questions. Je vous laisse gérer, parce que je ne vois pas l'ordre... On prendra tout le monde. On part de l'autre côté de la salle. Adrienne, tu peux prendre quelqu'un là-bas, comme ça.
C'est gentil, merci. Bonjour. J'ai l'impression, dans cette conversation, que vous êtes assez en accord, au final, avec vos rédactions respectives, ou même que vous êtes la rédaction, pour certains moments de vos carrières, en tout cas. Ça m'étonne un peu, parce que moi, j'ai pas mal de journalistes de mon âge qui souffrent, en fait, de conflits au sein des rédactions. Et là, je crois qu'on a 2 exemples flagrants, avec le cas Ukraine, le cas Palestine, sur lequel ça s'est beaucoup exprimé. Et la sociologie des médias a bien établi depuis des décennies, notamment une des études les plus connues, c'est Herman et Chomsky sur la manufacture du consentement, qu'il y a des conditionnements qui font ça. Il y a la ligne de propriété des médias. Bah là, on sait qu'en Suisse, en majorité quand même, la majorité de l'espace médiatique appartient à 2 grands groupes. Et il y a aussi la proximité avec l'État, qui lui-même a des intérêts géopolitiques qui ne sont pas les mêmes vis-à-vis d'Israël et de la Russie, par exemple. Donc moi, ma question, c'est comment est-ce que vous gérez ça en tant qu'individu pour essayer peut-être de vous opposer des fois à la ligne éditoriale? Parce qu'on ne va pas que vous poser des questions sympathiques qui font comme si les médias, c'était un tout unifié et libre de conflit, n'est-ce pas? Mais s'opposer, vous m'entendez? Oui, pardon. S'opposer à la ligne éditoriale de qui? De mon éditeur. Mon éditeur, il a beaucoup de défauts, mais sur l'indépendance du journal, il n'intervient jamais. Bien au contraire, il défend devant la justice à coup de centaines de milliers de francs quand on est pris en justice. Donc moi, je me sens pas en tout cas pris en otage par mon éditeur. En ce qui concerne ma rédaction sur les sujets que vous évoquez, moi, quand je signe un édito, alors là, on n'a peut-être pas tout à fait la même vision avec Pierre Veillat. Je ne suis pas persuadé que je dois être le garant de la ligne éditoriale de mon journal en matière politique. Et quand moi j'ai signé l'autre jour un édito pour plutôt condamner l'occupation par les étudiants, en tout cas dans les conditions dans lesquelles elles sont faites, que j'estimais qu'il y avait de l'entrisme et du lobbyisme. C'est une opinion qui m'appartient. La première chose que j'ai dite en briefing le matin, c'est que s'il y avait quelqu'un qui voulait signer un édito dans le sens inverse, il était le bienvenu. Donc je crois que sur tous les sujets, mes journalistes, en tout cas dans ma rédaction, je ne saurais parler pour les autres, sont tout à fait les bienvenus pour signer des tribunes, des éditos dans le sens qu'ils le souhaitent. Quelqu'un d'autre souhaite réagir? Bon, simplement, alors moi je travaille pour le service public, mais les questions restent les mêmes. On a une chose, je pense qu'il y a 2 choses qui répondent à votre question. La première, c'est qu'on a une chose magnifique qui s'appelle une salle de rédaction. Il y a un briefing qui a fait allusion, qui est un lieu de débat et d'échange. Et c'est vrai que si d'autres médias n'ont pas cet outil-là, alors vraiment on a un problème de démocratie et un problème de qualité. Donc ces questions, elles ont lieu. En tout cas, moi, dans ma rédaction, elles ont lieu. Elles sont adressées. Ça donne lieu à des débats virulents. Ça donne souvent lieu, effectivement, ces temps, je l'observe plus qu'avant, à des grands conflits générationnels, c'est vrai. Mais ça s'exprime. Et puis, à la fin, il faut quand même rappeler que nous ne sommes pas des scientifiques, les journalistes, mais nous avons une méthodologie. Et on a une méthodologie pour décider, en tout cas très clairement dans le service public, qu'est-ce qui est une information ou un sujet digne d'intérêt, comment est-ce que le sujet doit être traité de façon à permettre la libre formation de l'opinion de celles et ceux qui vont le recevoir, comment est-ce qu'on garantit l'objectivité de cette information, etc. Et cette méthodologie, elle est dynamique grâce au débat rédactionnel qui est parfois virulent, et il est très chaud en ce moment sur les thèmes que vous avez évoqués. Je ne crois pas qu'il y a de naïveté par rapport à ça. Je pense que c'est adressé. Moi, juste par rapport à cette question, ce qui me préoccupe, c'est que maintenant, il y a des groupes, des groupements, des associations, qui sont en train de privatiser la liberté d'expression. C'est-à-dire la liberté d'expression, elle est garantie par la loi et par la justice. Mais il y a des groupes qui estiment non, qu'on n'a plus le droit de s'exprimer si on blesse une autre communauté.
Et ça commence à poser des gros problèmes aux médias. Vous l'avez vu avec le New York Times, qui a supprimé les caricatures et les dessins humoristiques pour ne plus avoir d'ennui. Ça s'exprime déjà dans les universités où il y a des manifestations qui ont été, où des gens n'ont pas pu entrer dans la salle parce qu'on refusait que les personnes puissent s'exprimer. Ça, c'est des déviances actuelles qui m'inquiètent beaucoup plus que les pressions des éditeurs qui, vous savez, les éditeurs, en Suisse en tout cas, ils s'occupent d'une chose, c'est que leur journal, ils gagnent de l'argent. Le reste, ils s'en fichent, mais complètement. Et ils se fichent même complètement de la ligne politique. Je peux vous dire que si j'avais fait un journal d'extrême gauche, puis qu'il ait gagné beaucoup d'argent, ils auraient été extrêmement satisfaits. Si j'avais fait un journal d'extrême droite et qui gagnait beaucoup d'argent, ils auraient été tous très satisfaits. Mais on est d'accord que c'est problématique. L'argent fait que certaines opinions peuvent être tenues et pas d'autres. Non, pas du tout. Pas en Suisse. Je vous remercie. En tout cas, on apprend que, enfin, on le sait, hein, mais que parmi les règles du jeu des médias, il y a quand même les exigences de rentabilité qui vont avoir une importance déterminante sur ces questions. J'aimerais juste dire, c'est quoi les exigences de rentabilité ? Il y a 20 ans, un journal comme 24 heures, il gagnait 80% de son argent avec la publicité. Alors, est-ce que c'est plus de liberté d'avoir 80% de vos annonces et puis 20% de ses lecteurs? Aujourd'hui, il dépend à 70% de ses lecteurs. L'argent, il vient des lecteurs. C'est ça l'essentiel. L'argent, il vient des lecteurs. Donc c'est les lecteurs. C'est les lecteurs qui trouvent leur compte ou pas. C'est pas l'annonceur, c'est pas l'éditeur, c'est le lecteur. Donc on doit faire un journal qui convainc les lecteurs. Et je trouve qu'il y a peu de choses plus saines que d'essayer de faire un journal qui convainc une majorité de lecteurs. On passe à la question suivante. Merci. Oui, alors, merci beaucoup. Les faits scientifiques sont en général assez clairs, ou même s'ils ne sont pas clairs, au bout d'un certain temps, la communauté scientifique finit par converger. Ça, c'est en général pas trop difficile. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces faits. Donc, un peu ce que Pierre disait tout à l'heure, quelle est la solution, quelle est la bonne action. Et là, il y a peut-être des réponses scientifiques un peu moins claires, parce que ça dépend des valeurs que l'on prend comme base, et le nombre de pas ou l'impact, enfin l'horizon de temps qu'on se fixe. Et ce qui manque un peu dans le débat, et peut-être que c'est quelque chose auquel on peut contribuer, c'est associer chaque possible action de société basée sur les faits qui, eux, ne sont pas assez clairs, avec des valeurs et avec des résultats probables. Et si on était un peu plus transparent et déjà un peu plus clair pour nous-mêmes et pour les autres sur quelles valeurs se base telle ou telle proposition, ça serait peut-être un peu plus simple. Peut-être qu'on peut aider. Et ici, je pense qu'il y a pas mal de gens qui auraient la compétence et peut-être la volonté ici d'aider dans ce sens-là. Et tout à l'heure, je ne sais plus qui a dit ça, si on est parfois avec une ligne politique un peu à gauche, un peu à droite, finalement, on est peut-être équilibré et ça va bien. Mais la gauche et la droite, ce qu'on appelle comme ça, ce n'est pas tout à fait une position fixe. Et là, il y a eu une dérive d'une droite peut-être un peu modérée vers une droite qui devient assez extrême. Donc si on est un peu au milieu, finalement on bouge avec cette polarisation de société. Et ça en soi, ça devient problématique. Donc question de valeur et question du drift politique du centre. Merci Sacha. Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question ? Il y a peut-être la distinction entre vraiment science et politique, et puis ce shift. Mais c'est indéniable qu'il y a des champs de tension et c'est indéniable qu'aujourd'hui, la droite qui était plutôt centriste a des tentations d'aller plus à droite vers des choses un petit peu plus... qui la différencie finalement de ce centre qu'on considère comme un petit peu mou. Il est évident que quand nous, on donne des espaces d'interview ou des espaces de réflexion à cette droite qui aurait tendance à durcir sa position, il est évident qu'on laisse cette parole plus s'exprimer. Mais
comment faire autrement? Je veux dire, c'est la tendance de la société. Nous, on n'est pas là pour la diriger, on est là pour la décrypter, pour la montrer, pour faire débattre. On n'est pas des donneurs de leçons, à part dans quelques-uns de nos éditos, et l'espace est bien déterminé pour cela. Mais c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on va se dire? Ah ben, puisque la droite devient plus à droite, on va laisser plus de place à la gauche. Moi, je pense que ce serait pas une bonne décision. Quelqu'un d'autre souhaite réagir ou on prend une prochaine question? Bonjour, merci. Je voulais réagir par rapport à ce que vous venez de dire. J'arrive pas bien à comprendre où est la ligne exactement. Je reviens sur la question, désolé, avec l'argent, où est la ligne éditoriale. Si votre intention est toujours d'être neutre, ce qui semble être le cas, d'être ni trop à gauche, ni trop à droite, d'être ni taxé de gauchiste, ni de droitiste, finalement, c'est comme si vous définissiez une éditoriale politique centrale qui conviendrait peut-être à une majorité, ou en tout cas une majorité qui a plus d'argent, puisque ce qui est important, apparemment, ce que vous venez de dire, c'était le financement, c'est d'arriver à avoir plus de financement pour votre journal. Et ça, je vois mal comment ça serait compatible, mais peut-être je me cours, hein, comment ça serait compatible avec le journalisme de solution dont on parlait tout à l'heure, hein, qui disait de laisser parler les scientifiques un petit peu indépendamment des lignes gauche-droite qu'ils avaient et qui pouvaient s'engager là-dessus. Oui, mais vous savez, la ligne gauche-droite, c'est heureusement pas la seule qui vaille. Il y a une ligne des générations, il y a une ligne homme-femme, il y a une ligne wokiste contre non-wokiste. Aujourd'hui, la société, elle est traversée par tout ça. Moi, j'estime que notre rôle, pour un journal comme 24 heures, qui est quand même en situation non pas de monopole, mais de médias dominants, j'estime qu'on a un rôle quelque part de service public financé par nos lecteurs, et que oui, on doit laisser la place à tout le monde pour s'exprimer, y compris, je veux dire, même si on n'est pas d'accord avec eux. Et donc, moi, je refuse de faire de cette ligne gauche-droite notre ligne notre ligne éditoriale. Elle est beaucoup plus large que ça. Et je vois pas en quoi le journalisme de solution, bien au contraire, on nous le réclame d'ailleurs, viendrait contrecarrer cette ligne-là. Et puis, dans les solutions, il y a des solutions qui divisent. Prenons un exemple. En Suisse, on a décidé, après l'échec de la loi sur le CO2, de ne pas augmenter la taxe sur le CO2, de ne pas jouer avec le taxe sur le CO2. Une majorité d'économistes, très large majorité d'économistes en Suisse, mais dans le monde entier, considèrent pourtant que la taxe CO2, c'est le meilleur instrument à disposition pour faire progresser les choses. Mais parce que c'est mal accepté au point de vue politique et pas compris par la population, on va continuer avec des subventions qui ont des défauts majeurs. Voilà, on a fait un arbitrage politique. Mais de nouveau, la solution au CO2, c'est la meilleure, c'est évident. Toutes les études empiriques l'ont montré. Certains, par exemple, l'ozone a été la couche d'ozone et la lutte contre les gaz qui détruisaient, c'est fait grâce à une taxe. Ça a été extrêmement efficace. C'est pour ça qu'on a voulu ensuite faire une taxe CO2, parce qu'on a eu une expérience. Eh bien non, on a choisi la voie des subventions. Ce n'est pas une bonne solution, mais c'est une solution de compromis politique. On prend encore... Allez, 2 dernières questions, et voilà. Moi, c'est une question que je me pose, on en a discuté aussi ce matin, c'est cette notion de neutralité et d'objectivité, où on attend d'un scientifique ou d'un chercheur qui donne un avis objectif, mais pour moi, on peut être objectif tout en étant non neutre, à savoir avoir un avis sur un fait objectif. Comment est-ce que ça rentre en ligne de compte? Parce que j'ai l'impression que souvent, on mélange les deux, en fait. Merci. Oui, je suis assez d'accord avec vous. Je pense que c'est pas la même chose. Je pense qu'effectivement, on peut être... Si neutre ne revient à avoir aucune opinion et ne prendre jamais parti,
L'objectivité, c'est pas ça. Effectivement, l'objectivité, c'est de confirmer son opinion avec des faits et venir avec des faits. Donc oui, je peux rien dire d'autre que je suis d'accord avec vous. La neutralité n'est pas l'objectivité. Non, je suis d'accord, et c'est étonnant comment le débat et les questions glissent sur une forme aussi de critique des médias, qui sont des critiques qu'on adresse aux scientifiques aussi, parce qu'on dit ça des médias exactement, puis nous on se bat pour expliquer, non, évidemment l'objectivité est importante, mais non, un article n'est jamais neutre, c'est pas possible, il faut partir du principe que c'est pas possible, qu'on tente de s'en approcher comme on peut, qu'on a des outils pour le faire, etc., mais enterrons à tout jamais cette question-là. Et encore une fois, ce n'est pas une question de gauche-droite. De la même façon que quand tout à l'heure on cherche de la place, enfin un espace médiatique pour du journalisme de solution, la ligne, c'est pas de savoir si elle est plus à gauche ou plus à droite, ou si on devient plus à gauche ou plus à droite en le faisant. C'est de dire, on sort de la rhétorique politique, de slogans polémistes, pour donner de la place à un discours qui est un peu plus complexe, qui prend plus de temps, qui offre des solutions, et puis qui est constructif pour la société. Et ce discours-là, il est objectif, mais non, il n'est pas neutre. Merci. Donc, pas de science sans valeur, pas de journalisme sans valeur non plus. Pascaline. Non, moi, c'est vrai que je suis un tout petit peu étonnée de cette opposition gauche-droite tout de suite qu'on ressent sur ces thématiques. Peut-être que je suis naïve, c'est tout à fait possible, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que moi, dans mon travail quotidien, je me demande pas à chaque fois que je parle à quelqu'un est-ce qu'il est de gauche, est-ce qu'il est de droite, est-ce que cette technologie, est-ce que cette solution est de gauche ou de droite, même s'il y a quand même quelques exemples qui me viennent en tête. Et je pense que là, quand même, enfin, on y revient, on tourne toujours un peu autour de la même idée, mais de venir avec des faits, des connaissances sur les sujets, ça permet de sortir de ces clivages. C'est de nouveau notre rôle, quoi. Pour donner un exemple qui me vient en tête, parce que c'est récent, on a reçu des articles sur tout ce qui est capture et stockage du CO2, qui, voilà, on peut être considéré comme une des solutions, et puis qui est quand même vachement peut-être porté par des milieux économiques, voilà, qui peut être considéré peut-être comme une solution de droite, je ne sais pas. Moi, j'ai pas forcément de problème à ce qu'on parle de cette technologie, surtout qu'on a un champion en Suisse là autour de ça. Si on met bien en évidence les limites, bah voilà, actuellement c'est peanuts dans les émissions de CO2. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Quelles sont les promesses? Enfin voilà, je trouve qu'encore une fois, justement, notre métier, c'est pas de se dire est-ce que c'est une solution de gauche ou de droite, c'est d'aller chercher les informations sur ces sujets, de les présenter pour que les lecteurs se fassent leur opinion à eux-mêmes. Est-ce qu'ils pensent que c'est une bonne idée? Quel est le potentiel de cette technologie? Est-ce qu'il faut soutenir ça? Est-ce qu'il faut qu'on mette des fonds là-dedans ou pas? Voilà, d'essayer d'apporter ces éléments-là, en fait. C'est la notion aussi de... je sais pas. Oui, voilà. Non, mais la notion de valeur éditoriale, elles nous habitent, elles font partie de notre quotidien dans les médias. Et les valeurs éditoriales, c'est des valeurs d'information, de vérification des sources, etc. C'est pas de savoir si ce qu'on est en train de dire est de gauche ou de droite. Et ça pollue tous les débats sur les médias. Je constate que ça pollue vos débats scientifiques. Et gros ras-le-bol par rapport à ça. Et c'est à nous aussi, les médias, de vendre, entre guillemets, puisqu'on est effectivement à l'ère de la communication, nos objectifs, ce que sont les valeurs éditoriales qui ne sont pas, encore une fois, du simple être de gauche ou être de droite. Il y a un grand travail à faire là-dessus. Mais pour terminer, moi je pense que les médias évoluent avec la société, et il y a une étude très intéressante qui est sortie aux États-Unis qui analysait l'évolution du positionnement des médias depuis l'élection de Donald Trump jusqu'à aujourd'hui. Et c'est très intéressant de voir que les médias dits de gauche aux États-Unis se sont radicalisés à gauche, et que les médias de droite aux États-Unis se sont radicalisés à droite, et qu'en fait, l'écart entre les prises de position de ces deux groupes s'est élargi. Et c'est très clair. Et je pense qu'on va vivre exactement la même chose en Europe. Simplement, je pense que le phénomène américain, il a toujours 5 à 10 ans d'avance. C'est l'expérience qui le montre. Et je pense qu'on va assister au même phénomène. Une forme de radicalisation dans les médias, dans les prises de position. Ça aurait été le mot de la fin. Merci infiniment. Et l'heure a passé trop vite. Et voilà.